Je sers pour le match au 3e à 5-4, je me fais breaker. Il y en a qui vont dire bah, t'as triché, t'as vendu ton match. Porque hay gente por aquí, en el campo, cerca de las pistas, que van con el móvil y apostando. Ça concernait un jeune joueur de tennis de 16 ans qui a été approché par internet, par Facebook, pour perdre son premier set 6-0 contre, je crois que c'était 2000 €. Loin des paillettes et des projecteurs des grands chelems, un fléau ne cesse de gangréner la face immergée de l'iceberg du tennis, les paris sportifs et la corruption. Jusqu'au 10 juin 2010, veille de l'ouverture de la Coupe du Monde, les paris sportifs en ligne étaient interdits en France. Aujourd'hui, ce marché très lucratif est en train d'exploser. Dans l'Hexagone, ils sont 4 millions à jouer chaque année, soit 2 fois plus qu'il y a 5 ans, et la totalité des mises donne le vertige, 8 milliards d'euros en 2020. Que ce soit en bureau de tabac ou en ligne, le business des paris sportifs a la cote auprès des jeunes. En effet, 60% des joueurs ont entre 18 et 34 ans. Face à l'expansion de l'offre, en termes de book et de types de paris différents, le tennis est devenu l'un des sports les plus prisés. Malgré les efforts constants des autorités de régulation, le phénomène est devenu incontrôlable et indissociable du quotidien des joueurs professionnels. Bienvenue dans cette enquête exclusive en immersion dans l'envers du décor du tennis de haut niveau. Direction Torelló, à 1 heure au nord de Barcelone, pour un tournoi futur, l'échelon le plus bas du tennis professionnel, où jeunes talents et joueurs expérimentés ferraillent pour glaner des précieux points au classement. L'un d'entre eux, le Belge Yannick Mertens, ancien 179e mondial, prolongeait le plaisir, toujours animé par la passion du jeu et les voyages aux 4 coins du globe. Désormais fraîchement retraité du haut de ses 36 ans, le Belge est un fin connaisseur de la jungle des challengers et des futurs. La corruption en fait partie intégrante, comme l'explique le joueur, impliqué malgré lui dans une affaire au Challenger de Turin en double en 2016, avec un partenaire qu'il ne connaissait pas, au comportement plutôt étrange. Ouais, le mec, avant le double, il était un peu chelou. Il a demandé 2-3 fois, ouais, t'es prêt, t'es à fond là pour le double et tout. Et moi, je dis, ouais, je suis prêt. On perd le match, genre, je sais plus, 6-4, 6-4, je crois. Moi, je le connaissais pas très bien, le mec, mais je trouvais que, ouais, il jouait pas très bien. Parfois, il faisait des trucs un peu bizarres, des moments importants. Voilà, le lendemain, il y a eu des articles sur moi et lui, que apparemment, il y a eu des paris, beaucoup de paris sur notre match, que soi-disant des moments importants qu'on allait perdre. Après, je sais pas, est-ce qu'il y a eu un truc bizarre, c'est dur à dire, mais bon, moi, comme j'étais avec lui en double, j'étais impliqué sans le savoir. Des anecdotes de ce genre, les pensionnaires de ces tournois futurs en détiennent une encyclopédie. C'est le cas d'un autre baroudeur rencontré sur place, qui a préféré témoigner de manière anonyme sur cette réalité méconnue. J'ai rencontré 2 joueurs de tennis qui m'ont dit qu'ils ont justement fixé leur match de double sur un score de 6-0 pour une somme de 500 € chacun. Et ils m'ont ensuite proposé de rentrer dans leur combine en me disant que si j'avais besoin de faire ça, je pouvais un de ces joueurs, en lui écrivant que j'ai besoin de cordage, une sorte de message codé pour justement fixer un match lors d'un de mes tournois, ce que j'ai évidemment refusé. Et si certains jouent avec le feu sans se faire prendre, d'autres n'ont pas la même chance et se font rattraper par la patrouille. C'est le cas du français Alexis Musialek, ancien 255e mondial à son top, rencontré initialement à Torelló en février 2022 pour un tout autre sujet. En août dernier, son nom faisait la une de l'actualité de la petite balle jaune. Le joueur a été banni à vie du tennis par l'ITIA, l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis, après avoir été reconnu coupable dans le trucage de 9 matchs entre 2016 et 2018. Pourtant, le joueur assurait à l'époque qu'il avait toujours été contre la triche, malgré les tentatives de corruption. Ça m'était déjà arrivé il y a très longtemps, il y a 6-7 ans, j'avais dû le signaler à l'ITF, c'est l'instance qui s'occupe de nous, donc ce que j'avais fait par email, et je pense que le compte du mec avait été bloqué par la suite. Ok. Depuis, pas d'autres. Non. Ok. Alexis Musialek est un exemple parmi tant d'autres de cette réalité qui gangrène les divisions les plus basses du tennis professionnel. Au lieu de pointer du doigt ces joueurs, demandons-nous plutôt comment ce phénomène peut-il être aussi omniprésent dans le milieu et de quelle manière il se matérialise.
Loin d'être né de la dernière pluie, Yannick Mertens explique les mécanismes d'hameçonnage de ces gens sans scrupules prêts à les acheter. Il y a beaucoup de mecs qui essayent d'approcher avec des messages Facebook, des emails, des faux comptes, d'approche vraiment pour dire voilà, tu fais ça, ça, ça et je te donne autant d'argent. Il y a toujours des gens que tu connais pas qui, comme je dis, qui essayent d'avoir de l'info. Dès que je sens que c'est un peu louche, moi je réponds plus. On peut comprendre qu'il soit difficile de ne pas céder à la tentation. Pour rappel, voici un petit schéma explicatif pour illustrer le système pyramidal et financier du tennis professionnel. Il est coutume de dire que le top 100 a sa place au soleil, embrassant des sommes astronomiques. Entre le top 100 et le top 300, les joueurs sont tout juste à l'équilibre entre perte et gain en challenger, tandis que le reste, ceux qu'on appelle communément les galériens du tennis, sont tous déficitaires et se partagent des gains dérisoires dans les tournois futurs. Yannick Mertens et des centaines d'autres joueurs comme lui se retrouvent englués dans cette jungle durant la majeure partie ou la totalité de leur carrière. Après avoir établi ce constat, il n'est pas étonnant d'imaginer que des joueurs puissent réfléchir à deux fois lorsqu'une somme à 4 chiffres leur est proposée pour perdre un match ou un set. En France, ce fléau inquiète particulièrement l'autorité nationale des jeux. Nous, ce qu'on dit, c'est que le risque est toujours plus grand sur les sports de raquettes. C'est-à-dire que c'est plus facile d'acheter un joueur, par exemple, sur un sport individuel, que d'acheter plusieurs joueurs dans une équipe. Et en plus, dans certains sports, type tennis, tennis de table ou badminton, vous pouvez parier sur qui va gagner le prochain jeu, qui va gagner le prochain point, qui va gagner un set. Et donc c'est plus facile de truquer ce type de sport. Pour contrer la triche, l'ANJ a une solution toute trouvée. L'organisme de lutte a pris la décision de limiter l'offre de paris sportifs dans l'Hexagone. En France, vous ne pouvez pas parier sur tout et n'importe quoi, parce que nous, on estime que il y a un risque, quand les joueurs sont amateurs ou mal payés, le risque de manipulation est plus grand. S'il est interdit de parier sur des tournois de seconde zone en France, il n'en est rien dans d'autres pays en Europe comme ici en Espagne. Conséquence, les compétitions sont polluées par des faux spectateurs aux dents longues. Porque hay gente por aquí, en el campo, cerca de las pistas, que van con el móvil y apostando. Y si hemos visto que estaban apostando, hemos avisado a la policía. Malgré la détermination des organisateurs, il reste difficile de distinguer le spectateur passionné du parieur intéressé, celui qu'on appelle dans le milieu le courtsider. Devant notre caméra, ce groupe d'indésirables a échappé à la vigilance de l'équipe dirigeante. Bien organisé, ils se ruent en masse autour des différents matchs du complexe et parient en direct des sommes importantes sur des joueurs qu'ils ne connaissent pas. Double faute, break, nombre d'aces, il existe autant de choix de paris que de coups au tennis. Le joueur devient alors un objet totalement déshumanisé sur qui les joies ou les frustrations vont être projetées. En témoigne par exemple cette scène lunaire où l'un de ces parieurs espagnols, passablement énervé d'avoir perdu, semble faire la morale à un joueur après sa défaite. Cette énième dérive des paris sportifs fait partie du quotidien des joueurs, comme le rappelle avec humour Yannick Mertens. On reçoit tout le temps des messages aussi des parieurs. Allez, comme aujourd'hui par exemple, quand j'ai perdu, des mecs qui ont perdu de l'argent, ils disent bon, on va te faire foutre parce que tu as perdu, blablabla, j'ai perdu autant d'argent sur ton match. Mais bon, c'est pas vraiment mon problème, quoi. Il y a peu, des champions français tels que Gaël Monfils et Caroline Garcia étaient sortis du silence pour témoigner du cyberharcèlement qu'ils subissaient sur leur propre réseau en faisant étalage du torrent de haine qu'ils recevaient régulièrement. Mais ce mois-ci, une nouvelle ligne a été franchie en la matière. Lors de l'Open Sud de Montpellier, Benoît Paire a été directement pris à partie par un parieur frustré en tribune. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'as après? Quoi après le match? Quoi après le match? Qu'est-ce qu'il y a après le match? Tu te prends pour qui en fait? Tu te prends pour qui pour me parler comme ça? T'es qui toi? T'es qui? Mais le mec il vient de dire. Alors que faire face à ce constat? Le fossé entre le monde des paris sportifs et celui des joueurs professionnels est-il irréconciliable? Peut-on et comment endiguer le fléau des matchs truqués dans l'antichambre de l'élite de la balle jaune? Le documentaire La quinzaine de la haine, paru le 2 juin 2022 durant Roland-Garros et produit par l'Équipe Explore, le magazine digital du célèbre quotidien sportif, entretient une lueur d'espoir. Dans le cadre du reportage, qui mettait en lumière le cyberharcèlement subi par les tennisman de tout niveau, une rencontre entre un jeune parieur virulent, réputé de la twittosphère, et Pierre Hugerbert, l'une de ses victimes favorites, avait été organisée dans un café parisien.
Au-delà du caractère inédit et lunaire de la séquence, les qualités d'écoute et de compréhension du joueur avaient conduit à une prise de conscience évidente de son bourreau virtuel. Remettre de l'humain au cœur du débat, en cassant ce sentiment d'impunité et d'invincibilité derrière un pseudonyme et un écran, semble être une piste désirable. Des programmes de sensibilisation, des rencontres organisées entre parieurs et tennismen en collaboration avec la FFT, des plateformes de paris et des émissions plus strictes moralement peuvent amener à responsabiliser le parieur. Enfin, pour freiner la corruption dans le tennis, phénomène encore plus insidieux, il existe aujourd'hui des plateformes pour détecter des matchs truqués. C'est le cas d'Ibia par exemple. Dans son rapport annuel en 2021, l'Association internationale pour l'intégrité des paris sportifs a renseigné 236 alertes, dont 80 provenant du tennis.